Bonjour Annelise Voisin. Bonjour Lucie Luthier. Bienvenue à l'Arsenal. Je suis contente de te retrouver pour cette première édition de Rencontres à l'Arsenal. Une nouvelle série de vidéos qui seront regardables, consultables sur la page YouTube du Centre d'art contemporain l'Arsenal. Et merci pour l'invitation. Je suis très honorée d'être la première de cette future longue série. Carrément honorée. Bon, alors on est ravis, c'est super. Annelise, j'aurais une première question parce que c'est pas la première fois que tu viens à l'Arsenal, c'est pas la première fois que tu viens sur nos programmes. Est-ce que tu pourrais nous rappeler la première fois que tu as mis les pieds à Dreux pour suivre un peu les parcours d'art contemporain qu'on propose? Alors la première fois que je suis venue à Dreux, c'était pour le vernissage d'une exposition autour des arts numériques dont tu vas me rappeler le nom. Inspiré, acte 2, art numérique. Exactement. En partenariat avec le Studio National du Frénois. Tout à fait. Donc, j'étais venue à cette occasion-là. Et en même temps, il y avait une exposition à la chapelle des anciennes étudiants des Beaux-Arts de Tours, notamment. Ouais. J'avais pu voir leur travail, puisque je les connaissais. C'était le dispositif Apparition. C'est ça. À la chapelle de l'Hôtel-Dieu, effectivement, un autre dispositif qu'on porte au Centre d'art, en or-les-murs, et cette fois-ci dédié aux artistes tout fraîchement sortis de l'école, comme une exposition tremplin, un accompagnement super. Donc j'étais venue les soutenir. Et je suis repassée il y a quelques semaines de cela, juste avant que l'exposition sur les arts textiles se termine, pour pouvoir en voir le contenu. Super. Avant qu'elle soit démontée. C'est chouette parce que tu viens pas de tout près. Tu fais à chaque fois 6 heures aller-retour Port-Velay-Noix. Parce que du coup, où est-ce que tu travailles? Où est-ce que tu vis? Alors donc moi, j'habite à Tours et je travaille aux ateliers de la Morinerie à Saint-Pierre-des-Corps qui sont un regroupement d'ateliers, d'artistes et d'artisans. On est à peu près 150 là-dedans. Voilà. Ok, donc là, cette question. Annelise Voisin, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, si je réponds par le prisme du métier, je suis artiste plasticienne de son petit nom de métier. Et tel que Ségolène Tuilard, qui est exposée en ce moment dans cette exposition, pourrait aussi nommer multicasquette, ou moi j'aime bien dire couteau suisse, puisqu'en fait on fait beaucoup de métiers en même temps quand on est artiste plasticien. Ok, peut-être que tu pourrais nous en citer quelques-uns déjà? Quelques-uns. Alors on fait de la communication, on fait de l'administratif, on en fait tellement que je ne sais plus les compter, les nommer. On fait de la création, de la demande de subvention. De la logistique. De la logistique. De la technique. Effectivement. Est-ce que tu as toujours voulu être artiste? Alors non. Oui et non. J'ai toujours été attirée par les arts, c'est évident. J'ai voulu être chanteuse comme Laurie. Oh. Ou bien circassienne, je suis passée par beaucoup de choses, mais toutes ces choses-là m'ont menée au métier d'artiste plus tard. Et comme on le disait en blaguant tout à l'heure, on ne naît pas artiste, on le devient. Okay. Alors comment on devient artiste? Comment toi, tu as fait ce chemin pour devenir artiste-auteur indépendante ou artiste plasticienne, comme tu le dis? Alors, je vais donc parler de ma formation. Moi, je suis donc au départ, si on remonte un peu plus loin, au lycée, j'étais dans un lycée spécialisé dans l'audiovisuel. Donc, j'ai d'abord fait 3 années d'audiovisuel jusqu'à ma terminale, avec l'idée de faire du cinéma.
Et sauf que les grandes écoles dans lesquelles je voulais rentrer, qui sont des grandes écoles publiques, nécessitaient un niveau maths sup, maths spé à peu près au moment du concours. Et j'ai décidé de quitter tout ce qui était scientifique à ce moment-là. Il était où ce lycée du coup? À Angoulême. Angoulême, ok. C'est ça. Le LISA, le lycée de l'image et du son d'Angoulême. Ok. Et donc je me suis dit qu'à l'école des Beaux-Arts, on pouvait tout aussi bien faire de la vidéo. Ouais. Et j'ai donc fait 5 années. J'ai passé mon master à l'école supérieure qui s'appelle aujourd'hui d'art et de design, mais qui était à l'époque l'école supérieure des Beaux-Arts de Tours. Ok. Très bien. Et tu es diplômée de quelle année? 2017. Ok. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, de ton univers, de ta pratique artistique, de ta démarche artistique. C'est un petit peu 3 choses différentes. Je te laisse répondre à quel angle tu as envie de répondre. Alors déjà, moi, je fais ce qu'on appelle de l'installation. Alors l'installation, qui est pas toujours un mot qu'on maîtrise ou qu'on connaît, c'est, enfin moi je le décris comme ça. En tout cas, c'est la définition que j'en donne. C'est un ensemble d'œuvres qui, par leur équilibre, leur interaction, c'est ça. Le trajet qu'on fait entre elles viennent raconter une histoire ou viennent faire passer une idée ou une pensée. Les installations que moi je fais, ce sont des évocations, je dirais, d'environnements domestiques, d'environnements quotidiens qui nous sont familiers. Je m'inspire beaucoup tant de mon histoire personnelle que des rencontres que je peux faire. Et de la culture populaire. C'est au niveau de, on va dire, mes protocoles, mes processus de création, si on peut les nommer comme ça, très arbitrairement. J'ai toujours dans mes phases de création une phase de récolte que j'appelle récolte, où je vais rencontrer des territoires, rencontrer des paysages, rencontrer des lieux des gens. Et à partir de toutes les informations que je vais récolter sur ce temps de rencontre, je vais venir ensuite faire une transformation de cette matière-là et puis venir ensuite à la création. J'ai pas de médium précis, je fais un petit peu de tout. Je peux autant faire de la photo que de la vidéo, que utiliser du textile avec de la broderie, que faire du dessin, de la sculpture, de la céramique, c'est aussi des tapis. C'est vraiment en fonction du sujet que je traite. Et comme je suis très axée autour de l'histoire de l'intime et de l'histoire du quotidien, il y a toujours un déplacement aussi des objets finalement qui font partie de nos vies, qui font partie de nos quotidiens, vers l'espace d'exposition. Ok, donc là, ces objets, en fait, tu les cites un peu comme des ready-made ou tu interviens dessus? J'interviens dessus ou je les crée. En fait, ça dépend. Alors je fais beaucoup dans les phases de récolte, il y a aussi, je vais aussi beaucoup dans des lieux tels que Emmaüs, les ressourceries, des endroits pour récupérer de la matière, récupérer des objets, qui sont aussi les objets que les gens ne veulent plus sur un territoire. Et pour moi, ça donne aussi... il y a aussi une histoire de nos territoires dans ces endroits-là, dans tout ce qu'on jette pour remplacer finalement, ce qu'on veut plus, mais alors que c'est encore fonctionnel, pour les remplacer par quelque chose de neuf. En fait, il y a aussi un peu l'histoire qui précède nos générations dans ces lieux-là. Donc je récupère beaucoup de ces objets sur lesquels je viens retravailler ensuite. Et je peux aussi en recréer de toutes pièces de moi-même. Je sais que du coup tu as fait une résidence en Norvège l'année dernière, qui t'a permis de découvrir un autre territoire. Comment cette rencontre avec un autre territoire du coup t'a nourri dans ton protocole, dans ta démarche artistique?
En fait, alors effectivement, moi je travaille beaucoup sur le territoire français et sur l'histoire de nos paysages, de notre territoire et les histoires intimes qui ont évolué dans ces territoires-là et comment est-ce que, en tant que Française, je peux voir et reconnaître les paysages qui m'entourent par rapport à aux transitions qui se sont effectuées avant que moi je les regarde. Et je suis le paysage norvégien, disons que je l'ai abordé aussi plus du point de vue vraiment d'une touriste en fait, de me dire là j'arrive quelque part, je vais rester 1 mois et demi sur place, ça me donne pas le temps de savoir quel est ce lieu, qui sont les personnes qui vivent là, pas poser un point de vue très arbitraire de dire de moi, de mes yeux, la Norvège c'est ça. Et du coup j'ai pris le parti de poser un regard de touriste et de récupérer un petit peu tout ce qui moi me semblait à mes yeux différé justement de ce que moi je connais. Et de reprendre un petit peu ces éléments-là pour en faire une installation du coup. Du coup, ça a fait l'objet d'une installation. Ça a fait l'objet d'une installation. Ok, que tu as déjà présentée à quel endroit? Qui a été présentée à l'atelier groupe à Bergen. Ok, ça marche. Alors donc Annelise, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une œuvre de toi, du coup, qui est exposée dans l'exposition Manifestation artistique. Comment s'appelle cette œuvre? Est-ce que tu peux nous la présenter? Alors cette installation s'appelle Après nous la fin du monde. C'est un travail qui a été mené en résidence de création il y a 1 an, l'été dernier, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Été culturel, qui est mené par le ministère de la Culture, porté par la DRAC et qui a été porté également par l'association Mode d'Emploi à Tours. Et pour ce projet-là, je suis allée à la rencontre d'un nouveau territoire qui est celui d'Avoine. J'ai contacté des maisons de retraite sur place et il y en a une qui m'est revenue pour intervenir donc avec les personnes âgées résidentes dans cet endroit-là. Alors très exactement, c'est une résidence d'autonomie, pas une maison de retraite. Les termes ont leur importance. J'imagine que les habitants y étaient très attachés. Oui, exactement. Et les termes ont leur importance parce que c'est un lieu où les personnes sont encore autonomes, c'est-à-dire qu'on leur offre un cadre et un lieu de vie en communauté, mais où ils ont chacun leur appartement, ils ont leur cuisine, la possibilité d'inviter, et ils n'ont aucune pathologie aussi, c'est pas Alzheimer ou donc c'est leur mémoire et la récolte de leurs histoires était aussi très fluide pour ça. Et donc, moi, j'ai passé 15 jours à vivre parmi eux, dans une chambre de résidents, à manger avec eux au réfectoire le midi, et à aller les rencontrer tous les jours. Je passais à peu près une demi-journée avec chaque personne dans son logement, et je discutais un petit peu de leur vie et de comment est-ce que leur territoire avait évolué. Parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que sur Avoine, qui est sur la presqu'île du Véron, il y avait dans les années 50 à peu près 150 exploitations agricoles. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une dizaine. Et entre-temps, il y a une centrale nucléaire qui a été construite. Et cette centrale, c'est une des premières qui a été construite en France. Et du coup, je voulais essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'était passé. Pourquoi est-ce que tout le paysage agricole avait disparu, finalement, pour laisser place à l'industrie. Et je voulais le prendre du prisme de l'intime et de rencontrer des personnes qui l'avaient vécu, finalement. Donc des personnes âgées qui avaient pu voir toute cette transition de paysage et qui puissent m'en parler de leur point de vue finalement ancré, situé, vécu. Voilà. Ok. C'est intéressant en fait de voir comment l'univers d'un artiste se construit. Est-ce que, comment il s'est construit? Est-ce que y a des œuvres d'artistes qui t'ont marqué, d'autres artistes
français ou internationaux, qui t'ont marqué dans la mise en place de ton propre propos, mais aussi qui t'ont marqué parce que voilà, ça t'a particulièrement touché et que tu as particulièrement aimé leur œuvre? Alors, les artistes, on va dire, pour qui j'ai eu beaucoup d'affect dans la construction de mon travail, je vais remonter au temps de mes études. À ce moment-là, j'étais beaucoup dans la fiction, quasiment que dans la fiction. Okay. Je ne créais que des fictions, des images très léchées, très travaillées, très cinématographiques. Et je suis passée sur un travail un peu, qui est beaucoup plus documentaire plus tard. Et à ce moment-là, j'avais comme grande référence Jeff Wall, Cindy Sherman, Boltanski. On était quand même sur quelque chose qui ramenait au quotidien, hein, déjà. Aujourd'hui, si je dois citer des artistes dont j'aime particulièrement le travail, la liste pourrait être très très longue, mais si j'en garde quelques-uns, ce serait des artistes qui créent à partir d'histoires populaires, à partir d'histoires intimes. Je pourrais parler de Laure Prouvost, par exemple, de Nicolas Tuberry, Ryan Nsirdi, qui est plus qu'à mon âge. Et puis après, je peux, si j'élargis, si je recentre plutôt, je peux aussi parler de tous ces artistes qui me sont proches parce qu'ils me sont proches géographiquement et parce qu'ils m'entourent, parce que c'est avec eux que je discute quand je parle de mon travail. Donc, on pourrait tout de suite parler de Ségolène Kullard qui me fait face dans l'exposition et qui est quelqu'un avec qui on discute également de nos pratiques. Et puis on a des accointances, on va dire, pour nos pratiques. C'est certain. C'est certain. C'est marrant parce que je le savais pas du tout en fait quand je vous ai invité toutes les deux, je le savais pas du tout. Mais effectivement, il y a vraiment un univers qui se côtoie, qui se frôle, sans jamais faire la même chose, mais qui prend dans un angle différent. Et excellent. Tu vois, ça, je ne le savais pas. Alors maintenant, je t'ai parlé d'un petit jeu tout à l'heure. Faisons un petit jeu. Bonjour, je m'appelle Aliette, j'ai 8 ans, je suis en CE2 et je viens à l'Arsenal avec mes parents. Je découvre ton travail. Tu es là? Est-ce que tu peux m'en parler? Alors, bonjour Aliette. Bonjour madame. C'est toujours une bonne question et quand j'ai à le faire, en général, j'y arrive très bien. Mais c'est toujours plus difficile quand il faut l'inventer comme ça. Alors j'aime bien poser des questions. Moi, en général, quand je rencontre des publics jeunes face à mon travail, pour leur demander ce que eux voient en fait. Premièrement parce que déjà parce que je parle d'une époque que eux n'ont pas forcément connue et ne connaissent pas par le prisme de leur intimité. C'est-à-dire que moi, je parle beaucoup de la génération qui est celle de mes grands-parents. Donc qui pour eux est une génération qui n'est pas celle de leurs grands-parents. Non, qu'ils ont très peu croisé. Celle au-dessus qu'ils ont très peu croisé. Donc c'est aussi des intérieurs qu'ils n'ont pas forcément vu, connus. Mais Aliette, je pense que au-delà de te poser des questions et de savoir ce que tu y vois, je te raconterai que moi, ce que j'aime raconter finalement, c'est des histoires. Et que les histoires que j'aime raconter, c'est celles de personnes qui ont vécu et qui elles-mêmes m'ont raconté leurs histoires et qu'à partir de ce qu'elles m'ont raconté, j'ai pu récupérer leurs témoignages et essayer de faire en sorte de transmettre ce qu'ils ont pu me raconter. Parce que moi, j'essaye un petit peu de comprendre où est-ce que je suis aujourd'hui dans ce qui m'entoure, dans les paysages qui m'entourent, dans la société qui m'entoure, et que pour ça, je trouve ça plus facile de regarder derrière moi
pour y trouver des réponses et d'essayer de savoir un petit peu comment les choses elles évoluent, et parce qu'elles évoluent très vite. Et que pour voir comment les choses évoluent finalement, des fois, regarder 50 ans en arrière et se voir à quel point c'était différent, ça permet de se rendre compte qu'en fait, les choses bougent et de voir comment elles bougent. Ok. Alors, j'ai toujours 8 ans. Tu racontes des histoires. Est-ce que tu passes par l'écriture? Oui. Je peux raconter des petits bouts d'histoire. Tiens, ça c'est les choses que je raconte en général quand je parle de ce travail-là. Donc ça c'est l'édition, c'est un journal que j'ai fait quand j'étais en résidence. Un des objets qui a été créé parce que là-bas, entre autres, par exemple pour l'histoire de cet objet, c'est que à la Baronnière, qui est le nom de la résidence d'autonomie où j'étais, ils avaient toutes les semaines le journal de la Baronnière qui sortait avec des petites blagues, des news, voilà, que leur faisait le personnel de la Baronnière. Et donc toutes les semaines, il y avait un moment où on se réunissait et il y avait la lecture du journal. Et donc j'ai voulu faire mon journal de la Baronnière. Et par exemple, dans les petites histoires qu'on a pu me raconter, je vais en raconter une ou deux que j'aime bien. Et il y a celle-là, qui est celle de Madame Bonnet. Madame Bonnet qui était elle était un peu renfrognée, Madame Bonnet. Elle faisait tout le temps un peu la tronche. Okay. Et elle me racontait, moi, j'aime pas les chats. J'ai eu des chiens. Ah si, j'aime bien les chiens. Mais les chats, j'aime pas. Je sais pas pourquoi. Mais enfin, autant te dire, hein, dans le temps, les chats, ils pêchaient des souris. Mais maintenant, les chats, ils pêchent plus rien. Alors, c'est à pas comprendre. Moi, je dis, il n'y a plus que la nourriture. Ils sont bien nourris maintenant. Ils ont des granulés, ils ont ceci, ils ont cela. Dans le temps, il n'y avait pas tout ça. Voilà, des petites histoires comme ça. Je pense que on deviendra tous Madame Bonnet un peu à un moment. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible. T'en as une autre? J'en ai une autre que j'aime bien parce qu'elle me... Elle est d'un monsieur, parce que j'imagine que tu as reçu autant des dames que des messieurs. J'ai celle, effectivement, de ce monsieur. Alors, c'est quand on rencontre des personnes âgées, il y a des histoires plus drôles, comme les chats. On n'aime pas les chats. Et il y a des histoires plus tristes, mais qui finalement nous montrent un petit peu aussi, nous racontent un peu ce que c'est que la vie. Donc j'ai celle-là qui me touche beaucoup. On aurait eu 60 ans de mariage au 1er juillet. Tantôt, j'allumais la télé avec elle. On commençait par des chiffres et des lettres, slam et question pour un champion. Et on était tous les deux. Puis, elle est partie. Elle est heureuse. Je serai à côté d'elle, il y a ma place. Voilà la fin d'une vie. Et la fin de vie, c'est triste. On me l'avait dit, mais c'est vrai. Alors, comment il s'appelle, ce monsieur? Ah ouais. Quant à moi, je vais pouvoir te le dire tout de suite. C'était Monsieur Tafono qui m'a dit ça. Ah oui, et j'ai vu, c'est chouette parce que dans la vidéo que tu présentes dans l'exposition, parce que du coup dans cette exposition, alors rappelle-moi le titre. Après nous, la fin du monde. D'ailleurs, après nous, la fin du monde, c'est une phrase de Monsieur Tafono. Ah, quand même, c'est drôle. C'est une citation de Monsieur Tafono qui, à la fin d'une de nos interviews, m'a dit et puis après nous, la fin du monde. Et je me suis dit bon. C'est excellent. Merci. En fait, c'est chouette parce que dans ces relations que tu crées avec les gens, il y a vraiment cette idée de passeur de témoignages, passeur d'histoires. Et c'est vrai que tu les cites non pas comme voilà des figurants, tu ne piques pas leurs histoires, en fait, tu parles avec eux et c'est comme si on te donnait en fait une petite boîte avec quelque chose dedans et que t'en prenais soin et que tu le transmettais à d'autres gens et jusqu'à ce que, voilà, la vidéo qui est présentée, on les entend, on les voit pas, on les entend, on parcourt le paysage et puis à la fin, ils sont tous cités. C'est vraiment très chouette. Alors, maintenant, je suis un visiteur très pressé, qui n'a pas le temps de venir à Dreux pour voir l'exposition, qui n'a pas accès à des images, ou alors je suis malvoyant et je ne vois pas concrètement ce que tu as fait. Si uniquement par l'oralité,
comment tu pourrais décrire justement toute cette émotion en fait qui transpire dans cette œuvre? Et ben, si je peux revenir sur ce que tu disais juste un tout petit peu avant et reprendre des mots que tu as dit, effectivement, pour moi, ce qui est important dans mon travail, c'est la question de transmission. Et finalement, mon travail, il résulte d'une espèce d'urgence. Une urgence à me dire qu'il y a des choses qui disparaissent en ce moment. Et que ces choses qui disparaissent, c'est maintenant ou jamais pour les récupérer ces récits, récupérer ces histoires. Et je réponds à ta question juste après, mais je voulais rajouter aussi que effectivement, les noms des personnes qui sont à l'origine des rencontres avec qui je parle et dont je m'inspire pour mon travail, sont toujours cités, mais effectivement, il y a rarement leur visage, il y a rarement leur prénom. Souvent, c'est... Et en fait, je crois... c'est le fait de travailler avec des personnes âgées, il y a aussi quelque chose qui tourne autour de la discrétion. C'est des personnes discrètes à qui on n'a pas, en tout cas dans la ruralité, à qui on a rarement demandé de parler, de raconter leurs histoires, et eux-mêmes et elles-mêmes veulent être dans la discrétion et dans... Il y a une grande humilité, on va dire, et je pense que c'est aussi ça que j'essaie de retranscrire. Et du coup, si je devais le décrire à une personne pressée ou une personne qui ne peut pas voir l'œuvre, je dirais que finalement, ce sont des objets du quotidien. C'est un peu comme une reproduction d'un espace quotidien, d'une maison. On y retrouve des meubles, on y retrouve des cadres, on y retrouve des serviettes de table, on y retrouve une porte de frigo, une télévision, et c'est une réappropriation de tout ce qui nous entoure finalement dans le quotidien, pour voir où est-ce que se situent ces petites histoires-là du quotidien, et pour qu'on puisse reconnaître aussi les espaces qu'on regarde. Moi, j'aime bien que quand quelqu'un... j'espère que quand les gens voient mon travail, ça les renvoie à des espaces qui les rassurent, ou en tout cas qui connaissent, qui ne soient pas perdus. C'est vrai qu'on a l'impression un peu vraiment d'entrer dans une maison de quelqu'un qui aurait 90 ans, 80 ans, 100 ans, et dont on aurait fermé la maison et dont on n'aurait pas réussi à se partager les meubles, et en fait tout est resté là. La famille aurait sanctuarisé un peu cet espace domestique là. C'est vrai que ça marche vraiment, ça marche très bien. Maintenant, je suis collectionneur. J'ai envie de soutenir ton travail, j'ai envie d'acheter ton œuvre. Combien coûte-t-elle? Et comme c'est l'évocation d'un espace domestique, comment je peux l'installer dans mon propre espace domestique, qui n'est du coup pas un espace d'une dame de 80-90 ans, 100 ans. Alors, c'est toujours une question un peu complexe quand on fait de l'installation, la question du coût, puisque c'est toujours la question de est-ce qu'on vend un ensemble, est-ce qu'on vend pièce par pièce, est-ce qu'on vend ensemble de pièces par ensemble de pièces. Donc les coûts d'une installation peuvent être très multiples. Là, en l'occurrence, on a une vidéo, on a des serviettes de table brodées, on a un journal. Et alors, moi, ce que j'aime bien faire dans mon travail, vu que justement, il y a tout un panel d'objets, c'est si on parle pas, par exemple, de l'acquisition complète de l'œuvre, par exemple, par une institution, mais qu'on parle de l'acquisition d'objet après objet. J'aime bien qu'il y ait toujours dans mes installations un panel de prix, on va dire, assez large,
qui permettent au budget plus restreint de pouvoir avoir des choses. Là, par exemple, il y a ce journal, cette édition, qui est autour d'une 20aine d'euros. Et après, on peut aller jusqu'à l'installation de la cheminée complète avec l'objet cheminée et toutes les photos qu'il y a dessus, là qui seraient plus autour de 2000 euros. Ok. La serviette, par exemple, une des serviettes. Colle. Il faudra revenir. Et d'ailleurs, vous allez voir s'afficher l'Instagram d'Anaïs Voisin. Vous pouvez me contacter. Là. Super, merci beaucoup d'avoir joué à ce jeu de l'interview. C'est super. Merci. Avant de nous quitter, tu as accepté de venir à Dreux, au Centre d'art contemporain L'Arsenal, pour y faire une résidence de territoire. Merci beaucoup. On est ravis de pouvoir relancer ces dispositifs d'accompagnement d'artistes. Merci à la région Centre-Val de Loire d'avoir eu cette bonne idée de mettre en place un festival pour la création du territoire qui s'appelle Archipel. Et donc tu viens en résidence pendant l'exposition. Raconte-nous, qu'est-ce qui va se passer? Alors donc je serai effectivement là sur une durée totale d'1 mois répartie en 2 temps. Donc je serai là les 2 dernières semaines de novembre et les 2 semaines du milieu de décembre, si je ne dis pas de bêtises. On remettra les dates. Je travaillerai dans l'espace où nous sommes actuellement en train de parler. Donc à vue. Un atelier ouvert pour lequel je vais rencontrer des drouaises et des droués, des personnes âgées, pour que ces personnes-là me transmettent, me racontent leur vie à Dreux, leur expérience ici. En fait, tous ces projets-là, comme celui après nous, la fin du monde, c'est aussi une manière de se rendre compte que la petite histoire, les histoires intimes, les histoires personnelles, finalement, elles sont à plus grandes échelles. Elles racontent aussi l'histoire d'un territoire, l'histoire par exemple, de la France et de ses 50, 100 dernières années. Et par exemple, parler d'avoine et parler de l'évolution d'un territoire rural vers l'évolution d'un territoire industriel, je parle d'avoine et de personnes qui ont vécu là-bas, mais je parle finalement de beaucoup de territoires, pour parler de manière située en France en tout cas, et de paysages qui se sont modifiés. Dreux, je vais en connaître un peu plus de son histoire en étant ici, donc je vais pas trop m'avancer sur l'histoire de Dreux, mais il y a tout un gros passé industriel qui a amené à de grandes migrations de population ici. Il y a eu énormément de HLM, de construction liées à des naissances de quartier, des naissances de quartier, des naissances d'infrastructures, et tout ça en fait, ça raconte aussi l'histoire de beaucoup de villes en France, et c'est aussi essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Là, évidemment, en recentrant le travail sur Dreux et sur son histoire. Et je ne sais pas à quoi ça ressemblera, parce que tout viendra des rencontres. Dans mon travail, tout vient toujours des rencontres, et la suite en découle. Ça doit être un peu excitant, non? De se dire, allez, je suis à un endroit, je vais rester attentive à ce qu'on me dit. En fait, comment tu te sens? Pour rebondir là-dessus, c'est excitant, ça fait peur, parce que quand on part avec les histoires des gens, de personnes qu'on rencontre, il faut en prendre soin, et ça fait toujours peur de ne pas être à la hauteur dans la retranscription. Alors pas forcément à la hauteur, mais dans l'idée que
Ouais, c'est ça, de prendre soin et d'être capable de rendre les histoires leur juste valeur aux histoires. Et peut-être juste, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Il y a un mythe qu'on a de l'artiste plasticien ou l'artiste plasticienne qui vit, qui travaille, qui fait tout, du génie un peu artistique, seul dans son atelier, qui ne voit personne, qui est seul avec son œuvre, qui travaille jusqu'à 3 heures du matin toutes les nuits en peignant. C'est pas vrai. Mais alors il y en a, hein. Et c'est très bien pour elle, mais moi j'ai envie que l'art tel que moi je le conçois soit vecteur de rencontres. Et en fait jusqu'à présent le fait de produire en rencontrant des personnes et grâce aux témoignages, ça m'a aussi permis des rencontres incroyables que j'aurais jamais pu faire autrement. Et c'est aussi aller vers les gens pour que l'art aille vers les gens et que les personnes viennent vers nous. Et c'est très dans important. Un échange humain, en fait, sans frontières. Ouais. Évidemment, ma mère est assistante sociale et mon père médecin généraliste de famille, un peu à l'ancienne, qui prenait 3/4 d'heure avec chaque patient. Donc je pense que j'ai un peu hérité. C'est des beaux gènes. du côté social, j'espère en tout cas. Super, merci beaucoup. Donc, dans ce nouveau format d'édition, tu as dit c'est important de faire du lien avec les gens. On a plusieurs personnes qui sont là aussi pour écouter les rencontres à l'Arsenal en direct. Est-ce que peut-être vous avez des questions à poser à Anne-Lise? On a la chance de la voir ici. Bonjour Anne-Lise. Moi je me demandais, du coup, merci pour ta présentation. Sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment? Quels sont tes projets à venir? Alors le gros projet en cours et à venir, c'est un projet qui s'appelle Tour de France de la famille. En tout cas, c'est le nom provisoire que j'y ai donné. Je fais beaucoup. Alors quand je fais pas des résidences ou des interventions auprès de public comme ici, les projets que je fais sont des projets au long cours qui prennent beaucoup de temps. J'ai fini il y a peu de temps un projet qui s'appelait Demain il fera toujours bleu, d'un soleil brûlant qui ne sera pas présage d'été. Bien, merci pour les médiateurs qui vont en parler de ton travail. Oui. Et qui est un projet que j'ai fait sur la ferme de mes grands-parents, que j'ai entamé en 2019 quand j'ai appris que mon grand-père avait un cancer et que ma grand-mère débutait un Alzheimer. Et du coup, justement, sur cette question de l'urgence de choses qui vont disparaître, je suis allée sur place, j'ai récolté beaucoup d'informations qui sont devenues une installation assez importante dans mon travail. Et aujourd'hui, je suis en train de travailler donc sur le pan inverse de ce travail-là. Donc là, cette ferme de mes grands-parents, c'était du côté maternel de ma maman. Et donc là, je suis en train de travailler sur l'histoire de mes grands-parents du côté paternel, qui sont tous les deux décédés. Et du coup, j'ai fait un gros travail de récolte de témoignages auprès de mes oncles et tantes pour avoir tout un tas d'informations autour de mes grands-parents. Et les premières questions que je leur pose, elles partent justement toujours autour de l'objet, de quels sont les objets qui sont dans votre maison aujourd'hui, qui vous ont été redistribués après le décès de vos parents. Parce que donc après leur décès, il y a eu de transmission de plein d'objets qui sont allés dans plein de maisons. J'en ai dans la mienne d'ailleurs. Et donc c'était ce point de départ-là. Et c'est un projet que je fais en lien. J'ai sollicité ma cousine pour qu'elle travaille avec moi sur ce projet. Elle est travailleuse sociale. Elle vit à Montréal. Et du coup là je pars dans 2 jours à Montréal la rejoindre pour qu'on entame la suite du projet. Donc là on a fait toute la partie récolte où elle était avec moi tout du long pour avoir un point de vue autre que celui d'une artiste aussi sur ces temps-là.
qui sont des temps forts émotionnellement, parce qu'on va parler à des personnes qu'on connaît, de notre famille, du décès de leurs parents, donc c'est pas rien. Et du coup, là, on va commencer toute la phase de création. Donc, et ça, c'est un projet qu'on a commencé en été 2022 et qui, je pense, sera fini d'ici 1 an. Comme ça. Voilà. Et pour ce projet, tu as obtenu des financements, du coup? Et pour ce projet, merci, j'ai absolument obtenu des financements de la part de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre-Val de Loire. Tout à fait. Voilà. Aide à la création. Aide à la création. Super. Exactement. Merci beaucoup. Merci de t'être prêté à ce jeu. Et merci de m'y avoir emmené. Ok, à bientôt. Premier jour de résidence? Le 14 novembre. C'est parti. Eh bien, à bientôt pour une nouvelle émission Rencontre à l'Arsenal. À bientôt pour se rencontrer, peut-être en chair et en os quand je serai ici. Avec plaisir.